Bienvenue dans Big Boss, votre rendez-vous avec le monde économique vous emmène aujourd'hui dans le secteur de l'automobile. Et pour conduire cette émission, j'ai un copilote de choix, Johan Condens. Bienvenue. Merci, bonjour Marie-Noël. C'était facile, hein, c'était facile. C'était facile, en effet. Et notre invité du jour est Denis Gorteman, qui est le patron de D'Ieteren Auto. Alors D'Ieteren Auto, c'est évidemment une entreprise bien connue des Bruxellois, qui est spécialisée dans l'importation et la vente d'automobiles. Denis Gorteman, ça fait 30 ans que vous travaillez chez D'Ieteren Auto. Vous en êtes aujourd'hui le patron. 30 ans, c'est une fidélité qui est rare aujourd'hui. Qui est rare peut-être dans le monde des affaires. Chez D'Ieteren, je pense que c'est une ancienneté qui n'a rien d'exceptionnel. Nous avons la chance d'être une société familiale et un attachement à la société, quelque chose qui se vit encore au quotidien. Vous revendiquez d'ailleurs ça, hein, partout où vous allez, ce côté familial de l'entreprise. C'est toujours aujourd'hui un actionnariat familial. Hein. Majoritairement familial, effectivement. Nous en sommes à la 7e génération de la famille D'Ieteren aux commandes de l'entreprise. Entreprise créée donc en 1805. Et effectivement, nous sommes très fiers toujours de ce caractère familial qui est lié à notre entreprise. Avant de parler de l'entreprise, on va un peu mieux faire connaissance avec vous. Hein. Vous êtes bruxellois, né à Berchem-Saint-Agathe. Mais pour découvrir un patron, il est parfois intéressant d'aller dans son bureau. Le bureau de Denis Gorteman, eh bien, il est situé au siège à Ixelles. Bienvenue dans le bureau du Big Boss de D'Ieteren Auto. Alors ici, on le voit, c'est très ordonné, très lumineux, ordonné jusque dans les câbles. On remarque que Denis Gorteman adore les petits gadgets. Il va peut-être nous expliquer sa passion pour ce genre de technologie. Et puis, malgré tout, il y a quelque chose qui nous intrigue. Ce sont des bandes dessinées. Nous, il n'y a pas de rapport financier ici. Il y a par contre une pile de bandes dessinées. Mais ça, je pense que c'est un secret pour personne que vous aimez la BD. Alors, parmi les objets de déco, ça ne s'invente pas. Un importateur de voitures a des voitures, mais pas n'importe lesquelles. On remarque qu'il y a énormément de Porsche, mais aussi quand même quelques Volkswagen. Alors, quels sont vos préférés? Et puis dans le bureau du boss, évidemment, il y a la table de réunion et un écran de télé, mais pas n'importe lequel. C'est carrément un tableau interactif, le côté geek de nouveau de Monsieur Gorteman. Là, la BD est de nouveau au centre du bureau avec quelqu'un que Monsieur Gorteman aime particulièrement, c'est Michel Vaillant. Vous allez nous expliquer pourquoi. On termine sur une petite touche de design dans ce bureau. Cette lampe, millefeuille, est-ce du belge? Ah, question piège. Je pense que oui. Je pense que c'est du belge. Je dois avouer que je Vous l'avez choisi? Je l'avais choisi, effectivement, mais ne me demandez pas le nom du designer. Moi, je vais vous le donner, c'est Steve Le Chaud, et il est suisse, mais bon, c'est pas grave. C'est importé par un groupe belge. D'accord, c'était fabriqué en Belgique. Voilà, fabriqué en Belgique. En tout cas, la BD, ça c'est quand même plus belge, certainement. Ah, oui. Alors, plus la BD ou l'auto? La bande dessinée, mais les deux, puisqu'il y a Michel Vaillant, il y a effectivement les deux. Michel Vaillant est certainement pour beaucoup dans la fonction que j'occupe aujourd'hui, pour mon amour de l'automobile. Hein. J'ai appris à lire dans les bandes dessinées et j'y prends toujours énormément de plaisir. Et la passion de l'automobile est venue à travers la bande dessinée? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Lorsqu'on regarde aujourd'hui une bande dessinée de Michel Vaillant et qu'on voit les voitures qui étaient dessinées à l'époque, et quand on voit certains designs des voitures aujourd'hui, il était très visionnaire. Franquin a aussi fait de très belles voitures. Oui. J'adore Franquin, il a un coup de crayon absolument extraordinaire, énormément d'humour. Bon, le taco de Gaston, ça c'est un peu autre chose. Vous avez une collection incroyable, il paraît. Plus de 6000 BD 6800 et des poussières, effectivement. Votre dernier achat, c'était quoi? Il remonte à un certain temps, parce que je dirais que maintenant, je me consacre plutôt à d'autres passions, mais la passion de la bande dessinée reste toujours très, très, très vivace. D'ailleurs, vous l'avez vu sur mon bureau également. Alors, on a vu des voitures aussi, des petites voitures. Porsche ou Cox? Votre cœur balance pour laquelle? Alors, la Cox, c'était la voiture familiale. Et la Porsche, j'ai eu la chance de pouvoir, pour mon 50e anniversaire, m'offrir mon cadeau de gamin. D'ailleurs, vous l'avez montré à la TV tout à l'heure, la Porsche 911 Targa de 1976. Et donc, c'est ce modèle réduit que vous avez montré tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'est votre c'est ça la nouvelle passion. C'est ça la nouvelle passion dont vous parlez. Collectionner les voitures. Non, pas les voitures, juste celle-là. Et j'y prends énormément de plaisir à conduire cette voiture. Quand vous dites juste celle-là, c'est juste les Porsche ou c'est juste la Porsche Targa? Non, je prends plaisir à conduire toutes les voitures du groupe. J'ai cette chance de pouvoir conduire aujourd'hui l'ensemble des marques que nous représentons. Mais conduire une voiture ancienne qui est dénuée, je dirais, de toute cette aide à la conduite,
ramène quelque part à l'essence même de l'automobile et au plaisir de rouler. Et votre voiture de tous les jours, alors c'est quoi? Elle change fréquemment. Pour l'instant, c'est une Audi A8, c'est la toute nouvelle Audi A8. Et précédemment, j'avais la chance de rouler en Porsche Panamera. En tout cas, si vous voulez rouler dans des ancêtres, il faut descendre quelques étages plus bas de votre bureau, puisqu'il y a une véritable galerie. On ne dit pas un musée, une galerie, parce que toutes ces voitures roulent. Je vous propose tout de suite une immersion dans le siège social de l'entreprise. C'est un reportage réalisé avec Frédéric Dehainaut. C'est par le toit que nous démarrons notre visite du siège de D'Ieteren, installé rue du Mail à Ixelles depuis 1906. A priori, une drôle d'idée, mais en réalité, l'occasion de découvrir que l'entreprise occupe tout un intérieur d'îlot. Service administratif, voitures prêtes à être livrées aux clients, atelier de réparation et comme pièce centrale ce témoin impressionnant de l'architecture moderniste, typique des années 60, signé René Stapels. Nous sommes sur les toits des bâtiments de la maison D'Ieteren, ici au centre de Bruxelles, des toits qui sont équipés d'une série de panneaux solaires qui, en combinaison avec la cogénération que nous organisons ici dans les caves du bâtiment, nous permettent d'être autosuffisants à concurrence de 43% en matière de production d'énergie. Bruxelles fait partie intégrante de l'ADN de D'Ieteren. Pour mieux comprendre, quelques étages plus bas, nous pénétrons dans un endroit rarement accessible au public, la galerie D'Ieteren. D'Ieteren, dont l'histoire commence en 1857 rue du Marais, avec un artisan carrossier, Joseph-Jean D'Ieteren. Toute l'histoire commence au centre de Bruxelles avec la fabrication de roues, de carrosses. C'est le métier de charron. Mais très vite, la maison D'Ieteren va devoir s'adapter et passer de la simple fabrication de roues, qui était déjà, il faut le dire, à l'époque assez high-tech avec différents bois, à la fabrication de carrosses complètes comme le montre ce Tilbury ici. Et puis, la fabrication de carrosses va être elle-même mise sous pression parce que ce sera bientôt l'arrivée de l'automobile. On va passer de la voiture à crottin, de chevaux, à la voiture à potin avec un moteur. Et la maison s'adapte et fabrique donc des carrosseries pour des voitures équipées d'un moteur. En remontant les allées, on comprend très vite que l'entreprise s'est construite sur sa capacité d'adaptation au marché. Avec la crise de 1929, le business de la carrosserie de luxe disparaît, obligeant la maison à innover et se lancer dans l'importation de voitures. On est en 1948, un nouveau tournant attend la maison D'Ieteren avec la signature d'un contrat avec Volkswagen, qui était encore sous administration anglaise à l'époque. Et c'est le début de l'importation de la marque avec des coccinelles, dont le succès a été mondial, ces coccinelles qui arrivent ici en Belgique pour nos clients. Retour en 2018 et dans l'atelier de mécanique, car l'activité de D'Ieteren Auto, c'est non seulement la gestion d'un réseau de concessionnaires, mais aussi le suivi quotidien des 1 200 000 voitures qui circulent en Belgique. Un travail qui se poursuit puisqu'avec près de 100 000 nouvelles voitures vendues par an par notre canal, nous participons évidemment au développement de ce marché. Mais les activités de l'importateur se déroulent aussi en périphérie bruxelloise. À Kortenberg, sur ce parking, 8000 voitures neuves prêtes à être livrées, l'équivalent d'un mois de stock. Et pour les acheminer, un train entre directement au cœur des installations. À son bord, on trouve aussi toutes les pièces détachées qui vont servir à l'entretien des voitures. Toutes les commandes de pièces arrivent ici. Il y a plus de 100 000 références dans ce magasin. Chaque jour, 14 000 lignes de commandes arrivent. Une centaine de personnes assurent ainsi toute la logistique de D'Ieteren Auto, des hommes et des robots qui se croisent dans ce centre de la taille de 9 terrains de football. 27 camions vont ensuite pouvoir livrer les concessionnaires des 9 marques différentes, quasi jour et nuit, dans tout le pays. Voilà une grosse machine que D'Ieteren Auto. Retour peut-être un petit peu rue du Mail. Je dis du Mail, mais c'est du Mail, en bonne bruxelloise. Il y a ce bâtiment emblématique qui est typique des années 60. En fait, on ne le voit pas dans le reportage, mais vous êtes en pleine rénovation de ce bâtiment. Qu'est-ce que vous êtes occupé à y faire? Nous allons effectivement refaire entièrement ce bâtiment qui date effectivement des années 60, qui à l'époque était particulièrement à l'avant-garde, mais qui aujourd'hui ne correspond plus tout à fait à l'usage qu'on attend, je dirais, d'un bâtiment de bureau. Donc il va être complètement rénové, et il y a encore l'une ou l'autre réflexion en cours sur ce qu'on peut faire justement sur le pâté de maison, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, puisqu'on occupe, je pense, pas loin de 2 hectares
Plutôt du logement ou continuer dans l'idée du bureau ou d'étendre votre entreprise? Je ne pense pas qu'on se dirigera vers du logement. Nous irons beaucoup plus, effectivement, toujours vers la représentativité automobile, bien sûr, du bureau, mais aussi d'autres activités de retail. Mais liées toujours au groupe, ou enfin à D'Ieteren Auto en tout cas? Pas forcément. D'autres marques, je dirais, qui peuvent présenter d'autres produits, mais qui auraient un lien avec l'automobile, pourraient aussi être présentes. C'est un gros investissement, ces travaux? Oh oui, ça peut être effectivement un très très gros investissement, mais c'est un peu aussi l'emblème de notre groupe. C'est le porte-amiral, quelque part, donc il est normal aussi que nous y mettions les moyens nécessaires. Et je pense que le quartier mérite ça aussi. Et pas question de toucher en fait à l'enveloppe, à la coquille, si je comprends bien. Non, l'enveloppe extérieure va rester. Et un des défis, oui, parce que c'est je pense, un bâtiment qui a aussi sa marque dans Bruxelles. Il est connu et reconnu, et donc il est important de pouvoir le préserver en tant que tel. Et une petite anecdote, la difficulté, entre autres, va être de trouver des vitres qui correspondent encore à celles que nous avions installées à l'époque. Alors, en effet, c'est une institution dans la rue du Mail à Ixelles. Tout le monde qui est passé par là connaît ce bâtiment, connaît votre adresse. Est-ce que ce n'est pas une difficulté aujourd'hui pour une entreprise comme la vôtre, qui est quand même assez importante, on parle de plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, d'être en pleine ville avec une mobilité à Bruxelles qui est quand même fort problématique? Alors il est clair qu'avoir une activité de garage également, puisque la rue du Mail comprend à la fois, je dirais, les bureaux de la direction générale, mais également une activité de concession, et une concession qui est très active, puisqu'on y vend plus de 3000 véhicules neufs par an. C'est votre plus grosse concession? Non, la plus grosse concession se trouve à la chaussée de Louvain, à Sint-Stevens-Woluwe, mais celle-ci est certainement, je dirais, parmi les plus grosses concessions du pays, avec 3000 voitures neuves et 100 entrées mécaniques par jour. Donc effectivement, beaucoup de trafic. Beaucoup de trafic, beaucoup de va-et-vient dans le quartier. Ça demande un petit peu d'organisation. Et malgré tout, je pense également que cet endroit garde un attrait pour la clientèle. La preuve, si nous avons 100 clients qui tous les jours viennent déposer leur voiture pour l'entretien, c'est que ça leur convient également, soit d'un point de vue logement, soit d'un point de vue bureau. Vous avez déjà songé à partir, à quitter la rue du Mail? Oui, parce que comme vous l'avez dit, c'est un endroit qui n'est pas toujours très facile d'accès. C'est un endroit également qui, d'un point de vue financier, représente une certaine valeur. Mais nous pensons véritablement que notre activité, le cœur de cette activité, continue à battre à la rue du Mail. Alors, l'activité, ce sont aussi des hommes et des femmes. Je n'ai pas vu beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même. 1610 personnes, c'est un peu ce que représente aujourd'hui D'Ieteren Auto. On a vu dans les images, dans la partie mécanique, finalement, il n'y a quasi plus que des ordinateurs. En tout cas, dans cette partie-là, c'est ce qu'on a vu. C'est facile aujourd'hui de trouver des mécaniciens qui sont à la pointe de ces nouvelles technologies et de ce que demande l'automobile aujourd'hui. Non, ce n'est pas facile parce que, et là nous devons un petit peu balayer devant notre porte, l'image de l'automobile principalement du côté entretien, donc du côté effectivement réparation, n'est peut-être pas entretenue comme elle devrait l'être. C'est un métier aujourd'hui qui a énormément évolué. La technologie à bord des voitures, aujourd'hui et certainement encore demain, réclame des compétences de plus en plus importantes. On n'est plus, j'ai envie de dire, avec le mécano, les mains dans le moteur plein d'huile. Il y a effectivement beaucoup de travaux qui se font aujourd'hui au travers d'ordinateurs, même si la connaissance du moteur reste toujours absolument nécessaire. Vous manquez de personnel concrètement? Alors nous ne manquons pas encore de personnel, mais lorsqu'on se projette dans le futur et qu'on regarde effectivement les départs prévus à la pension par exemple, nous craignons que nous allons devoir faire face, spécifiquement sur la région de Bruxelles, à un manque de compétences. Et au niveau des écoles, on est prêt à former? Parce que c'est ça aussi, vous avez, je pense, un centre de formation au sein même de vos installations, mais est-ce que vous êtes prêt à former des jeunes? Nous formons, je dirais, l'ensemble des collaborateurs des concessions, qu'elles nous appartiennent ou qu'elles soient gérées par nos concessionnaires indépendants. Donc nous avons, je dirais, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir former. Nous collaborons avec énormément d'écoles également, nous donnons beaucoup de matériel parce que malheureusement nous constatons que trop souvent encore les étudiants travaillent sur des moteurs des années 70, 80, simplement parfois par manque de moyens qui sont mis à disposition des écoles techniques. Denis Gorteman, vous l'avez dit, vous voulez rester en ville avec votre siège rue du Mail, mais en même temps, vous avez fermé l'un de vos garages, l'une de vos vitrines à Laken. Est-ce que ça fait partie d'une stratégie de quitter de plus en plus la ville
en ce qui concerne ces vitrines, ces garages, et de les mettre en périphérie? Alors, il y a effectivement eu différents mouvements, je dirais, au sein de nos concessions. Début 2014, nous avions encore 12 implantations sur la région de Bruxelles. Fin de l'année 2019, nous devrions terminer avec 5 implantations. Il y a plusieurs raisons derrière cela. D'abord, aujourd'hui, nous pouvons trouver des techniques qui nous permettent de grouper les activités sur un seul site. Et soyons clairs, il y a moins de coûts. Et également, le fait justement de pouvoir dégager quelque part le centre-ville donne tout de même aussi une autre qualité de service à la clientèle. Il est plus facile pour eux d'aller vers l'extérieur de Bruxelles, où la clientèle qui rentre dans Bruxelles ne doit plus tout à fait y rentrer, peut s'arrêter en périphérie, prendre le véhicule de remplacement et continuer son trajet. Quand vous dites que ça a eu un coût, ça veut dire que vous avez dû vous séparer de personnel? Nous avons effectivement dû nous séparer d'une partie de notre personnel. Tout ceci s'est fait, je dirais, en bonne intelligence avec les représentants du personnel. Mais c'est vrai que lorsque nous avons annoncé ce plan au mois de février 2014, nous avions 505 collaborateurs dans l'activité retail, dans notre activité garage. Nous sommes aujourd'hui à environ 400. Et c'est terminé, l'hémorragie entre guillemets, là vous êtes... Alors il y a encore 2 déménagements à faire, mais je dirais qu'au niveau du personnel, nous n'attendons plus de grands mouvements. On va passer à l'actualité avec cet article de l'Écho. Johan, je vous propose de le lire puisque c'est votre quotidien. Tout à fait. Mais là, on voit la une. Et si on prend l'une des phrases qu'on voulait mettre en exergue et vous soumettre, Denis Gorteman, en février, les véhicules à essence ont représenté 58% de l'ensemble des immatriculations belges. Alors, est-ce que ce n'est pas un problème pour un groupe comme D'Ieteren? Parce qu'on l'a dit, vous êtes un importateur de véhicules, vous importez des grandes marques, mais les 2 principales, je dirais, c'est VW et Audi. Et on le sait, l'Allemagne et particulièrement VW et Audi ont été des grands défenseurs, et ils le sont restés jusqu'il n'y a pas très longtemps, des grands défenseurs du diesel. Alors, par rapport à ce mouvement auquel on assiste aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un problème pour vous? Alors, nous restons défenseurs de l'énergie diesel. Alors, il est clair que malheureusement, ce qui est arrivé fin septembre 2015 a entaché, je dirais, ce moteur de tous les maux de la Terre. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est particulièrement injuste de lui faire porter tous les maux qu'on lui donne. Alors, au niveau il y en a quelques-uns quand même. Il y en a, c'est clair. Il a des avantages également. Lorsqu'on parle de CO2, aujourd'hui, il est évident que le moteur diesel a un avantage sur le véhicule essence. Quand on parle de particules fines? Particules fines, oui, sauf pour les véhicules Euro 6. Aujourd'hui, les nouveaux moteurs diesel sont pratiquement à égalité avec le moteur essence. Je crois que ce qui est important pour le futur et le développement, c'est d'arrêter ce mouvement de balancier extrême. En 2010-2011, on a payé des primes pour les véhicules propres à faible taux de CO2, et donc on a poussé parfois des voitures diesel auprès de clients qui n'en ont pas besoin, qui roulent majoritairement en ville, soyons clairs. Et aujourd'hui, on est en train de le bannir. Il faut aussi prendre en ligne de compte, je dirais, le consommateur qui a acheté cette voiture, qui représente aussi un certain capital. Il faut lui permettre aussi de pouvoir le revendre demain. Or, si on met tous les maux de la terre sur le moteur diesel, on fait fuir cette clientèle. Vous l'avez constaté, ça, dans les ventes de voitures diesel, vous le sentez de plein fouet ces derniers mois, ces dernières années? Notre analyse est que le succès du salon du mois de janvier, parce que c'est un véritable succès que nous avons connu, mais je pense également à les collègues d'autres marques, a principalement été marqué par un nombre anormalement élevé de clients qui ont demandé à ce qu'on reprenne leur voiture plus tôt que prévu. Des clients qui ont des voitures diesel qui souhaitaient pouvoir les revendre. Pour reprendre des diesels ou pour changer? Majoritairement pour reprendre des véhicules à moteur essence. Justement, est-ce que c'est pas ça le grand danger? Est-ce on le voit ici, on est à 58%, est-ce qu'on va pas voir ce mouvement justement s'accélérer parce que les gens ont peur pour la valeur de revente? Alors les gens, les particuliers, mais aussi les grandes sociétés de leasing, puisque si plus personne ne veut de diesel, il est sûr que dans 5 ans, la valeur de revente de ces véhicules risque d'avoir baissé. Et donc ça ne va pas s'accélérer, ce mouvement? Cela pourrait s'accélérer. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, heureusement. Lorsqu'on regarde, nous avons également, je dirais, une activité en partenariat avec la Volkswagen Bank sur l'activité de leasing. Et là, nous constatons que les valeurs résiduelles, les valeurs de revente restent plus ou moins stables sous les 3-4 dernières années. Mais il se pourrait, effectivement, s'il devait y avoir encore une poussée plus forte
contre le diesel que ce mouvement s'amplifie. Vous y préparez à cela? Il est évident aujourd'hui qu'on s'y prépare, mais on s'y prépare déjà depuis longtemps. L'arrivée de la voiture électrique, entre autres, est aussi, je dirais, une réponse complémentaire à la voiture en général dans la ville. Et l'interdiction à Bruxelles de rouler depuis le 1er janvier, ça a aussi un fameux coup de frein pour vous? Alors ici, on parle à Bruxelles de véhicules anciens, très anciens, vraiment très anciennes. Est-ce que c'est passé dans les mentalités des gens? Mais écoutez, vous arrivez à faire entendre ça? Je pense que là, par contre, cette mesure fait du sens. Pour autant, n'oublions pas que nous sommes dans un petit pays. Pour autant qu'elle soit harmonisée. On ne peut pas avoir à Anvers une mesure qui est prise, une autre qui est prise à Bruxelles et une troisième qui serait prise à Gand ou à Namur. Parce que vous, comme moi, nous roulons et nous passons relativement facilement d'une ville à l'autre en Belgique. Donc en clair, vous plaidez pour quelque chose même d'européen alors, comme le péage urbain qui est proposé par certains ministres au niveau de l'Europe? Certainement pas un péage urbain, mais par contre une harmonisation sous le fait de nettoyer quelque part le parc automobile au fur et à mesure et donc de sortir effectivement les plus vieilles voitures du parc automobile pour permettre aux nouvelles technologies, aux motos les plus propres, de pouvoir être majoritaires dans le parc au quotidien. Vous avez l'air catégorique, pas de péage urbain. Imaginons faire payer plus les voitures au diesel par rapport aux voitures à essence, c'est un truc que vous n'imaginez pas. Écoutez, c'est déjà un petit peu le cas. Aujourd'hui, lorsque vous allez à la pompe, dans certains cas, le diesel coûte plus cher que l'essence. Il ne faut pas oublier que le péage au quotidien, il se passe surtout à travers des accises et de la TVA que tous nous payons lorsque nous faisons le plein. Mais un péage urbain, spécifiquement en Belgique, et à Bruxelles, de la capitale, est un non-sens. Ou alors, ne restons pas à Bruxelles. On en revient à la discussion de tout à l'heure. Il faut alors sortir toute une partie de l'activité économique du centre de Bruxelles et le répartir autrement dans le pays. Mais je ne pense pas du tout que ce soit le choix qui soit fait d'un point de vue politique, et heureusement. On a abordé la voiture électrique. Je propose de vous montrer une image. Vous allez voir une voiture ici présentée. Est-ce que vous la reconnaissez ? Oui, c'est la Volkswagen ID Vision qui a été présentée à Genève. Il y a quelques jours seulement. Oui. Elle est pas encore évidemment disponible. On parle du futur, là. Un futur proche quand on parle de production automobile, puisqu'elle sera disponible en 2022 en conduite classique et en 2025 en full autonome. Alors justement, on en vient, c'est le futur, c'est demain. D'abord, est-ce que vous avez envie de distribuer ce genre de voiture ? Absolument, pour différentes raisons. Je dirais qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, l'arrivée de la voiture électrique. La voiture électrique, ce n'est jamais, je dirais, qu'une énergie complémentaire, mais qui a d'énormes avantages, spécifiquement dans une ville comme Bruxelles. La voiture autonome, elle, c'est la vraie révolution. La voiture autonome, c'est ce qui va transformer complètement la mobilité au quotidien, la vôtre, la mienne, celle de nos enfants, mais changer donc aussi quelque part votre vie. Vous avez peut-être des enfants, vous devez courir tous les soirs pour aller les chercher à l'école, aller les mettre au sport, les conduire chez la grand-mère, etc., etc. Imaginez que demain, la voiture autonome peut aller prendre votre enfant à l'école, l'amener de manière tout à fait sécure vers la destination que vous lui demanderez et vous permettra, vous, d'avoir une autre qualité de vie également. Parlez en tant qu'utilisateur, mais maintenant parlez-nous en tant qu'entrepreneur. Cette voiture connectée, elle va avoir un impact clairement sur votre activité. Est-ce que vous êtes prêt à ça ? Alors, elle va avoir un impact, et je pense qu'aujourd'hui, celui qui est prêt à dire qu'il en connaît toutes les mesures est un menteur, quelque part. Il est évident que ça va être une révolution, comme je l'ai dit, qui va vraiment révolutionner non seulement le secteur de l'automobile, mais qui va toucher à l'entièreté, je dirais, de la vie au quotidien au sein d'une ville comme Bruxelles. Ceci dit, nous nous y préparons. Nous avons lancé le 15 janvier dernier une entreprise de véhicules en autopartage. Alors certes, pas encore en véhicule autonome, mais ceci nous permet de mieux comprendre comment dans une ville, le public veut utiliser une voiture d'un point A vers un point B, où il peut la prendre n'importe où, la déposer n'importe où, sans devoir l'acheter. Donc utiliser véritablement le péage à l'utilisation. Or, c'est vers ça qu'on se dirige demain. Vous l'avez fait à Anvers, je pense, cet exercice-là. Oui. Comment ça se passe ? Écoutez, ça dépasse aujourd'hui tout à fait nos espérances. Nous sommes avec grosso modo 1 an d'avance sur le plan de développement et d'utilisation de l'entreprise. Donc nous en sommes aujourd'hui très très satisfaits. Sur Bruxelles, je veux dire, vous êtes un peu fait doubler par DriveNow, par un de vos concurrents BMW. Est-ce que vous allez venir les attaquer sur leur propre terrain ? Le terrain appartient à tout le monde, mais... Alors, je dirais que l'idée n'est certainement pas d'attaquer, l'idée est de pouvoir proposer d'autres services à la clientèle. Alors, est-ce que Bruxelles est sur les plans de développement ?
oui, mais nous devons d'abord parfaire notre connaissance, je dirais, du service que nous offrons à la clientèle, donc ce ne sera pas pour tout de suite. On parle de quoi? D'années, de mois ou de mois? J'espère pouvoir introduire ce genre de service en 2019, mais pas uniquement avec des voitures. Voitures qui, by the way, sont des voitures 100% électriques ou au gaz naturel. Donc c'est une différenciation aussi que Volkswagen et Audi offrent par rapport à nos collègues de BMW et DriveNow, mais aussi de pouvoir venir avec des vélos électriques en autopartage. Donc vraiment pouvoir proposer une offre à 360 degrés, intégrée également avec les transports publics. Alors, Denis Gortemann, vous l'abordez, la voiture au gaz, ça c'est une des particularités. Est-ce que ça a un avenir? Je pense que le parle CNG... toujours de la voiture électrique, mais la voiture au gaz? On parle de la voiture électrique, mais la voiture électrique ne va pas répondre à 100% des besoins. Donc très clairement, la voiture électrique va avoir une place significative, mais on continuera à avoir des voitures essence, plug-in hybride, diesel je pense également, et certainement du CNG. Le CNG, aujourd'hui, est la solution, je pense, la plus aboutie par rapport aux besoins des utilisateurs et par rapport à son coût économique. Messieurs, c'est déjà l'heure de se quitter. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau Big Boss.